Et au niveau de nos collectifs, on est en train de travailler une plaquette à partir des 101 milliards de coûts de la pollution pour, pour la collectivité. C'est-à-dire qu'on est en train de, je pense que dans les prochaines semaines, on va être en capacité de produire cette plaquette où on part, si vous voulez, sur justement les théories de Ricardo sur ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs que le libéralisme aujourd'hui met en place, c'est-à-dire qu'on fait produire là où ça coûte le moins cher, mais c'est là où il y a les plus grandes conséquences du point de vue environnemental. Et on décortique moyen de transport par moyen de transport, si vous voulez, les coûts environnementaux. À savoir, par exemple, si on prend que le transport routier, il faut que beaucoup de gens ignorent, ils ne paient pas le TVA sur le gasoil. Ils reçoivent 21 € par hectolitre de gasoil au titre de le remboursement de la TICPE. Je ne sais pas si vous mesurez. Et ensuite, quand il y a eu le débat à l'époque des bonnets rouges, ils ont descendu la taxe à l'essieu de 950 à 300 €. Mais par contre, ils n'ont jamais augmenté. Ça, c'est sur le coût direct. Quand on voit sur la TICPE que l'État considère que si on passait de 21 à 19 €, ça ferait 350 millions d'économies. En gros, sur la TICPE, l'État rembourse 3,5 milliards aux routiers, ne serait-ce que sur le prix du gasoil. Déjà un premier aspect. Deuxième, si on continue sur la question, la législation. La convention collective est établie sur des salaires relativement bas pour pouvoir faire bénéficier au patronat routier de la loi TEPA-Fillon pour la réduction des cotisations sociales sur les salaires. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que dans le monde, les conditions de travail des routiers, de la 35e heure à la 43e heure, il n'y a pas d'heures supplémentaires de payer. Et de la 43e heure jusqu'à 60 heures, les patrons routiers ne paient pas de cotisations sociales ni de cotisations retraite pour les salariés routiers. C'est l'État qui assure le paiement des cotisations retraite pour les salariés routiers. Et j'en profite pour dire, puisqu'on parle du statut qui serait vraiment hors de coût des cheminots, quand il y a eu en début d'année par rapport à l'épisode des Gilets rouges, vous avez vu qu'il y a eu un mouvement qui émanait des routiers, à juste titre. Ce mouvement était pour renégocier et continuer. Les grands routiers, aujourd'hui, avec 25 ans de service à la grande route, bénéficient d'un départ à la retraite à 55 ans, ce qui est tout à fait légitime. Donc vous voyez, il faut aussi préciser que c'est aussi des acquis qu'ils ont su aussi par la lutte faire maintenir. Donc ça, je crois qu'il faut bien mesurer, et nous on va travailler beaucoup avec les associations environnementales pour faire redécouvrir que le rail, c'est certainement le meilleur outil pour aménager le territoire. Je crois qu'on va arriver dans la deuxième partie de notre débat, mais juste vous donner une information. On a rencontré le président de l'agglomération de Villedieu, là, quelques semaines, avec d'autres membres du collectif, avec Daniel et puis Dominique, et ils nous ont dit que les Chinois, il y avait une entreprise de Chine qui était très puissante, souhaitait racheter les abattoirs de Sainte-Cécile à côté de Villedieu. Mais ils ont mis une condition. Ils voulaient que le transport soit fait par fret. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on vient de discuter sur la situation de Perpignan, où la SNCF refuse de remettre à niveau, de reconstruire des wagons de type frigorifique, ça veut dire que quand on est dans une perspective d'avenir, parce qu'on produit quand même des millions de tonnes de viande et de marchandises, disons, périssables, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un potentiel, il y a un marché potentiel de réutiliser les wagons frigo, et les plus anciens ici se souviennent que tous les jours, il y avait un train frigo qui partait de Vire et qui allait sur la région parisienne. Ça veut dire qu'on voit bien que la SNCF, nos dirigeants politiques et les dirigeants s'interdisent de reconquérir le marché, entre guillemets, sur ces activités. C'est-à-dire qu'à la fois, on pourrait produire en quantité des wagons frigo pour satisfaire le transport de beurre, le transport de fruits et légumes, mais aussi la marée, enfin tout ce qui se fait autour des Halles. Donc voilà, il y a toutes ces idées à reconstruire, et donc c'est aussi dans ces perspectives-là que nous on se situe, je veux dire, au niveau du collectif, sur le développement et sur la reconquête aussi de ces activités. Et j'en profite pour dire qu'à Villedieu-les-Poêles, ils nous ont dit, il y a eu un article qui est paru dans le journal du département de la Manche, ils n'arrivent plus à trouver de salariés, des techniciens et autres, des salariés pour travailler dans la Manche, c'est-à-dire c'est la région de Coutances, Saint-Lô, Villedieu et autres, parce que les gens, et ça c'est vraiment, on revient dans la deuxième partie de notre débat, c'est qu'il n'y a plus de train TER le matin, il n'y a plus de train TER le soir,
et que les horaires de train se construisent pour les gens qui sont en retraite ou en vacances. Et ils sont à moins de 4% de taux de chômage, et ils n'arrivent plus à recruter, et ça pénalise le développement des entreprises dans le Sud-Manche et dans le Cotentin. Donc voilà, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que la deuxième partie, c'est bien sur la question, et s'il y a d'autres questions qui peuvent intéresser le débat précédent, il faudrait qu'on passe sur la question de la partie structurante des territoires du train. Dans peu de temps, je donnerai la parole au copain d'EDF qui l'explique un petit peu, ou si vous le souhaitez maintenant, on entame la partie du débat. Oui. Ok. On a quand même la dernière question. On parle du statut des cheminots, et moi ce qui m'inquiète aussi, c'est tout le contexte social et culturel de la SNCF en tant que grande famille, on va dire, parce qu'il y a par exemple l'Institut d'histoire sociale. Moi j'en profite pour pour dire toute notre sympathie à Nicole Paruto, qui a écrit des ouvrages fort intéressants où elle montre l'importance culturelle et sociale des cheminots, évidemment, et qui vient de perdre un de son mari, un militant de la première heure, et qui nous manquera beaucoup. Oui. Voilà, donc je tenais à rendre hommage et à m'inquiéter pour tout ce côté culturel et social et les conquêtes pour l'ensemble du service public des cheminots. Voilà. Merci de lui rendre hommage. C'est juste une demande de précision. Qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous englobez dans les coûts externes des transports? Là, c'est tout. En fait, dans les coûts externes, tu as la pollution. Et les coûts de pollution actuellement sont chiffrés à 101 milliards. Donc après, par exemple, j'ai des choses qu'on va préciser que les gens... mais non, mais il y a les accidents. Quand on indemnise les gens, quand il y a un accident, ça coûte 1 million, en moyenne, un décès sur la route, c'est 1 million d'euros, parce qu'il faut indemniser la famille. Donc ça, c'est dans les coûts. Ça veut dire qu'il y a aussi l'entretien du réseau. Par exemple, tous les ronds-points à Argentan ou ailleurs, qui sont détruits essentiellement par les camions, c'est financé, c'est pas forcément comptabilisé, mais ça rentre dedans par les départements. Vous avez les malades. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 45 000 décès, mais ça coûte à peu près en moyenne 3 milliards d'euros à la sécurité sociale, parce que les gens qui sont victimes, qui ont des problèmes respiratoires, qui sont hospitalisés, le développement les problèmes d'infarctus. Quand il y a les périodes de forte chaleur et de forte pollution, il y a beaucoup d'infarctus. Il y a les AVC aussi, il y a toute une comptabilité qui s'établit. Aussi, j'ai des choses on a dans le travail qu'on a fait pour notre document. La baisse de production des céréales en région parisienne. Il chiffre à peu près la baisse de rentabilité des exploitations agricoles sur toute la Brie et autres. Il y aurait une chute de 10 à 15% de la production agricole en relation avec la pollution. Vous voyez, donc toutes ces questions-là se mettent bout à bout. À peu près c'est 100 milliards en France, on a 1200 milliards annuels du coût de la pollution et les coûts externes du transport en Europe. Ça veut dire que si on s'attaque à ces réalités, on peut diminuer, et en même temps, ces économies peuvent servir à financer l'investissement dans le ferroviaire, mais aussi l'investissement dans le social. Alors, dans aussi ce qui est comptabilisé, c'est les millions d'heures qui sont perdues sur le périphérique parisien, par exemple. Parce que pendant ce temps-là, les gens ne travaillent pas, ils sont payés. Donc, Christian, je pense que on va bientôt sortir cette plaquette, et vous aurez tout dedans, tout sera dans le détail pour expliquer un petit peu comment tout ça s'est pris en compte et comment ça a des impacts sur les budgets de l'État, mais aussi pour nos impôts et aussi sur notre santé. Oui, alors d'ailleurs c'est ce qu'on appelle dans le jargon interne, on dit la réinternalisation des coûts externes dans le coût du transport. Et si on procédait comme ça, ça voudrait dire qu'on aurait une concurrence un peu plus loyale entre les modes de transport, notamment singulièrement entre la route et le rail. Parce que on dit souvent le rail coûte cher, c'est un gros investissement, mais on verra peut-être dans la deuxième partie du débat, c'est vrai pour les services publics, mais on ne dit jamais combien ça rapporte à la collectivité. Et quand on voit les coûts de la route, moi je reprends les chiffres du Conseil général de l'équipement et du développement durable, qui dit par exemple que les coûts corporels liés à la route, des accidents corporels
liés à la route, c'est 37 milliards d'euros par an. Les investissements d'ailleurs, on regarde, en 25 ans, l'État français a investi pour la route, en termes d'infrastructure et d'exploitation, 276 milliards d'euros en 25 ans. 276 milliards d'euros. Et que 78 milliards d'euros pour le rail. Vous voyez, il y a quand même un déséquilibre. Et donc, comment dirais-je, Philippe a raison de dire que sur les 100 milliards d'euros liés au coût annuel de la pollution, alors ça c'est des chiffres de l'OMS et de l'OCDE. Et d'ailleurs il y avait même un rapport sénatorial qui confirmait. Ça coûtait 100 milliards d'euros à la collectivité par an. Et donc dans les 100 milliards d'euros, oui, il y a 3 milliards pour la sécurité sociale. Donc vous voyez, c'est quand même important de mettre tous ces chiffres, parce que quand on parle de concurrence, de coûts et tout ça. Voilà. Alors, tout à l'heure, il a été dit, là, 3% de marchandises transportées sur la région, c'est ça, par le rail. Ben, c'est les mêmes en Île-de-France. 12 millions d'habitants. La première région d'Europe en matière de PIB, où nous avons des grandes infrastructures ferroviaires, des grands triages. Bon, je l'avais peut-être dit l'année dernière déjà, le triage que je connais bien de Villeneuve-Saint-Georges, qui était un des premiers triages d'Europe, en termes de tri, de wagons et tout ça. Le Bourget, des gares et tout ça, on ne transporte que 3% de marchandises par le rail. Et ça, c'est pas étonnant non plus, parce qu'il y a une volonté délibérée de la SNCF depuis longtemps de ne pratiquement plus transporter les marchandises sur le rail, alors surtout pas dans le diffus, puisque pour les cheminots, le wagon isolé, qui était un outil qui permettait sur les territoires de répondre à la demande des zones industrielles, des sociétés, pour faire l'entreprise qui par exemple confiait 10 wagons par semaine à la SNCF, eh bien, les cheminots, effectivement, ils organisaient, fabriquaient, ils triaient, ils faisaient des trains avec plusieurs tranches. C'est ça le métier de cheminot, un métier technique, mais c'est un métier qui correspondait aussi à l'intérêt général. C'est-à-dire que sur un territoire, les sociétés pouvaient effectivement faire transporter leurs marchandises par le rail, au lieu d'avoir une kyrielle de camions, puisque maintenant c'est près de 90% des marchandises qui sont transportées par les camions. Donc voilà, alors en Île-de-France, alors, un exemple concret. Dernièrement, je rencontrais un chargeur, c'est-à-dire la famille Lothar, alors qui travaille de père en fils et de grand-père en père et en fils avec les cheminots, et qui aiment bien les cheminots. C'est des ferrailleurs, mais bon, c'est pas n'importe quel ferrailleur. C'est eux d'ailleurs qui chargent les rails, qui les sectionnent et tout ça. Ils travaillent pour ArcelorMittal et tout ça. Et le fils me disait, mais monsieur le reste, ça continue de se dégrader avec la SNCF. Il dit, on est en relation directe avec la direction des achats de Lyon. Les dirigeants de la SNCF disent à la famille Lothar, écoutez, faut arrêter de faire transporter les rails et tout ça par train, ça nous coûte trop cher, il faut faire transporter par camion. C'est la SNCF elle-même qui pousse effectivement les gens à faire transporter ou acheminer leurs marchandises par camion et non par le rail, alors que là nous avons, et eux ils en font partie, des sociétés et des entreprises qui sont embranchées par le ferroviaire. Et la SNCF ne veut plus les desservir. C'est une volonté délibérée. Et là, je le dis, les politiques, que font les politiques? La SNCF est encore à 100% État. C'est une entreprise, un outil public qui devrait servir justement à mettre en œuvre les politiques de développement durable. Et c'est tout le contraire qui est fait. Je prends un autre exemple sur le voyageur. En Occitanie, en région Occitanie, la grande région Occitanie, on a une équipe, présidente et vice-président. Vice-président, c'est un camarade qui est en charge des transports, qui est pro-ferroviaire. D'ailleurs, ils ont signé une belle convention de 10 ans. De 10 ans, les SNCF ne voulaient pas. Vous savez pourquoi, 10 ans Ça permet de voir venir. Eh bien, dans la convention, ils signent pour qu'ils achètent 20 trains. Et bien la SNCF refuse. Elle dit, non, on ne peut pas, vous n'en achèterez pas 20, vous en achèterez que 12 ou 13. Ils veulent maintenir des cheminots dans des gares, en Occitanie. La SNCF ne veut pas payer. Ils ont des demandes pour relancer le trafic de marchandises dans cette région, par train, notamment en liaison avec le port de Sète. La SNCF refuse. Voilà la réalité. Voilà la réalité, on en est aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner de la situation. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais dire là-dessus pour terminer.
Dans le même ordre d'idée, quand on parlait du routier, je crois qu'il faut quand même amener une grande précision. C'est que la SNCF, c'est certainement le plus grand transporteur routier national. C'est le troisième en Europe. Parce que dans le document, on expliquera ça aussi, c'est qu'en même temps que la SNCF détruit son outil ferroviaire, elle alimente sa propre compagnie de transporteurs routiers. Le groupe Géodis, c'est une filiale à 98% de la SNCF. En France, le groupe Géodis possède à lui seul 2300 camions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où on supprime des emplois dans le fret, le groupe Géodis recrute des chauffeurs routiers. Et alors, cette situation est encore plus grave qu'on le pense, parce que Géodis a été un des premiers à avoir recours aux travailleurs roumains et polonais. Ils ont créé des bases en Roumanie et en Pologne pour pouvoir embaucher des chauffeurs routiers à 300 € par mois qui roulent sur le réseau national. Et pourquoi ça a été possible? C'est parce qu'en fait, il y a aussi dans l'ouverture à la concurrence la possibilité de cabotage. Ça veut dire que les routiers, quel que soit le pays, maintenant peuvent prendre du fret en France. Et depuis qu'il y a eu l'ouverture, il faut bien voir que le transport routier français est menacé. Depuis qu'il y a eu mais c'est le paradoxe, c'est que depuis qu'il y a eu l'ouverture à la concurrence sur le transport routier, on a perdu 50 000 emplois de routiers en France, au détriment de l'ouverture à la concurrence, donc remplacés par des chauffeurs bulgares, roumains et autres. Mais le premier opérateur à précéder, c'est Géodis. C'est-à-dire qu'en fait, Géodis, en utilisant des salariés sous-payés, eh bien, il alimente une concurrence encore plus déloyale à l'égard du fret. Donc l'entreprise, la SNCF, organise, parce qu'elle décide de ce qui se passe chez Géodis, sa propre mise à mort. Donc c'est organisé. Et donc la stratégie du groupe, c'est de dire, voilà, ce qu'on perd d'un côté, on va forcément le regagner de l'autre côté. Et donc en termes de volume, au niveau du chiffre d'affaires national, le chiffre d'affaires SNCF pur diminue et le chiffre du groupe augmente, et ne serait-ce que par l'activité du transport routier. Je crois qu'il fallait quand même qu'on mesure ça. Et juste une autre précision, mais comme j'ai pas mes lunettes, c'est pas grave. Voilà. Donc on va passer la parole au copain d'EDF parce qu'il est pris.